Ce matin, au Radio-Journal, moment historique à Ottawa, Mary Simon deviendra officiellement la première femme autochtone à devenir gouverneure générale. Une première médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo en natation. Et une deuxième médaille au judo. Médaille de bronze représentant le Canada. Jessica Klimke. Et en Tunisie, la crise politique éclate. Le président suspend les activités du Parlement. Bonjour, ici Bruno Larose. À Ottawa, la première autochtone à devenir gouverneur général va officiellement entrer en fonction aujourd'hui. Ministres, dignitaires et invités sont attendus dès 11 h ce matin pour la cérémonie d'installation de Mary Simon. Mais pandémie oblige, l'événement sera beaucoup plus sobre qu'à l'habitude. On en discute avec Juliane Lapointe à Ottawa. Juliane, la liste d'invités a été considérablement réduite. 44 invités au total comparativement à plus de 700 personnes qui assistent habituellement à la cérémonie d'installation. Alors, sur le tapis rouge, on attend seulement une poignée d'invités importants, dont le premier ministre Justin Trudeau. Même le ministère du patrimoine canadien qui organise la cérémonie demande aux Canadiens de privilégier le visionnement à partir de chez eux. Et les proches de Mary Simon eux-mêmes vont regarder la cérémonie non pas sur place, mais à partir de Rideau Hall. On doit donc s'attendre, oui, à une cérémonie plus sobre, mais c'est aussi une page d'histoire qui se tourne. Mary Simon qui va devenir officiellement la première autochtone à occuper les fonctions de représentante de la reine au pays. Et Juliane, quels seront les grands axes du discours de la gouverneure générale? Mais sans grande surprise, elle veut miser sur la jeunesse et la réconciliation. Elle va d'ailleurs en parler dans son discours parce que ça a lieu tout ça dans un contexte où la découverte de tombes anonymes sur les sites d'anciens pensionnats pour autochtones a secoué le pays. Ce sera d'ailleurs une cérémonie avec plusieurs rituels autochtones, des prestations d'artistes, des Premières Nations. Mais la cérémonie d'aujourd'hui risque de ne pas effacer quand même la controverse sur son processus de nomination. Le commissaire aux langues officielles a lancé une enquête après avoir reçu des centaines de plaintes parce que Mary Simon ne parle pas français. Elle parle l'anglais, l'inuktitut, a promis d'apprendre le français. On verra ce que ça va donner d'ailleurs dans son discours aujourd'hui. Merci, Juliane. Je vous en prie. Aux Jeux olympiques de Tokyo, le Canada continue à faire le plein de médailles. Il en a ajouté 2 à sa collection aujourd'hui. Gabrielle Proulx se joint à nous. Gabrielle, d'abord, une première médaille d'or en natation. Et remportée par la nageuse Margaret McNeil à l'épreuve du 100 mètres papillon. Et voici sa première réaction à la sortie de la piscine olympique. So I was kind of just hoping to go in and have fun. I wasn't too nervous before my race, which is pretty unusual for me, so I just wanted to definitely just enjoy the experience. La Canadienne de 21 ans a d'ailleurs raconté qu'elle n'était pas nerveuse avant la compétition et qu'elle voulait tout simplement s'amuser, donc pour sa première expérience aux Jeux olympiques. Et Gabrielle, une judoka canadienne est aussi montée sur la 3e marche du podium. Il s'agit de l'Ontarienne Jessica Klimke qui a triomphé contre la Slovénie. Et c'est tout un exploit parce que c'est la première médaille olympique féminine pour le judo canadien. Et on l'écoute suivi de son compatriote montréalais Arthur Majolidon, défait en 5e place. Like that was my goal and I wanted the medal to be from me because I know there's so many people in Canada that have helped me. Je suis pas venu pour une 5e place, je visais l'or, j'ai pas réussi, j'ai été capable de me remettre sur pied pour le repêchage. Et Jessica Klimke explique qu'elle voulait vraiment que la médaille lui revienne. Pourquoi? Parce que toute l'équipe canadienne était derrière son travail d'athlète. Et en terminant, le Canada se trouve au 10e rang mondial avec 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Merci, Gabrielle. Je vous en prie. Par ailleurs, le nombre de sports olympiques s'élève à 33 cette année avec le retour du baseball-softball et l'ajout de l'escalade, du karaté, du surf et de la planche à roulettes, le skateboard qui est déjà commencé. J'en parle avec notre envoyé spécial Yannick Tremblay. Yannick, est-ce que cette nouveauté suscite beaucoup d'intérêt? Bien, c'est difficile à dire parce que les gradins sont vides, comme vous le savez, mais ça nous permet quand même de savoir l'intérêt que suscite ce sport chez les jeunes. Et je suis allé à la finale du volley street féminin aujourd'hui, du skateboard justement, et comme vous l'entendrez dans mon reportage, il y avait de très jeunes athlètes et elles n'étaient pas venues pour jouer les figurantes. Wow, going for the front crooks. Le ton est donné. Le skateboard est jeune, urbain et loin des conventions. Yeah! Une figure acrobatique réussie est notée selon les difficultés. Si elle est manquée, il n'y a aucun point. Ça peut être assez cruel.
Ce festival de chute a couronné 3 adolescentes qui semblaient parfois flotter au-dessus de leur planche. Âgées de 13 ans, les médaillées d'or et d'argent, une japonaise et une brésilienne, ressemblent encore à des enfants. Two 13-year-olds. This is crazy. La Canadienne Annie Guglia, qualifiée in extremis, est arrivée loin derrière. Elle était quand même radieuse après la compétition et se réjouissait en voyant aller ces intrépides adolescentes. Dans les 6 premières années que je faisais du skateboard, j'ai vu 2 filles en faire en vrai. L'inspiration était dure à trouver, tandis que ces jeunes-là grandissent en voyant que c'est très possible de faire du skate. Puis le potentiel pour les femmes est énorme en ce moment. Tu sais, maintenant, à 13 ans, tu gagnes des médailles olympiques. C'est fou. En ajoutant de nouveaux sports, le CIO veut rajeunir le public des Olympiques. On pourrait dire qu'avec le skateboard féminin, il a aussi rajeuni les médaillés. Jannick Tremblay, Radio-Canada, aux Jeux olympiques de Tokyo. La Tunisie est toujours en ébullition 10 ans après sa révolution. Le président est engagé dans un bras de fer avec la principale coalition au pouvoir menée par un parti islamiste. Hier, il a gelé les activités du Parlement et limogé le premier ministre. Les partisans des deux camps se sont affrontés aujourd'hui dans les rues de Tunis. L'armée a été déployée à plusieurs endroits. Compte rendu, Gabriel Dejazet. Le président du Parlement a commencé un sit-in. Retranché dans sa voiture, il fait face à des manifestants hostiles qui lui ont lancé des pierres. Rached Ghannouchi, chef de file du parti islamiste Ennahda, dénonce un coup d'État après la suspension des travaux du Parlement pour 30 jours par le chef de l'État tunisien. Le président Kais Saied a aussi démis de ses fonctions le Premier ministre Hichem Mennichi. Ces décisions ont été saluées par des cris de joie et des coups de klaxon de nombreux manifestants bien après le couvre-feu dans la soirée. Dimanche, jour de fête nationale, des milliers de Tunisiens avaient demandé la dissolution du Parlement. Ils protestent contre la gestion chaotique de la crise économique et sanitaire, explique Vincent Gesser, chercheur à l'Institut des mondes arabes et musulmans. Ce qui arrive aujourd'hui à la Tunisie, ces milliers de morts, ces centaines de personnes qui décèdent à l'hôpital. Les Tunisiens ont le sentiment que c'est la faute des élites politiques et plus particulièrement de la coalition majoritaire parlementaire et du parti Ennahda. Le président Saied doit désormais se choisir un Premier ministre pour gouverner et relancer son pays. 10 ans après la révolution de Jasmin, la jeune démocratie tunisienne est fragilisée par une crise économique, sanitaire et maintenant politique. Ici Gabriel Dejazet, Radio-Canada, Paris. L'heure est au nettoyage en Inde après des journées de pluie de moisson qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain meurtriers. Le dernier bilan est d'au moins 159 morts et 250 000 déplacés. De nombreuses villes sont toujours sans électricité. La région de Mumbai a été dévastée. Les précisions de Sébastien Farsi. Dans les allées commerçantes du centre de la ville de Chiplun, à 250 km de Mumbai, la rivière est violemment sortie de son lit et ses eaux sont montées au-dessus des toits des magasins, soit entre 3 et 5 mètres de haut. La même scène s'est répétée dans tout le Maharashtra. Les glissements de terrain ont emporté des habitations et tué des dizaines de personnes. Les champs sont inondés, les récoltes anéanties et les paysans coincés ont été secourus par bateau après de longues heures d'attente. Les grands axes routiers de la région ont également été coupés une partie du week-end. Cet état de Mumbai a connu un excédent de pluie de 34% la semaine dernière. Certains districts ont enregistré les plus fortes précipitations depuis 40 ans. Et ceci inquiète Mrutyunjay Mohapatra, directeur de la climatologie au Service national de météorologie. Les études montrent que les phénomènes climatiques extrêmes deviennent plus fréquents, particulièrement les précipitations de plus de 15 cm par jour. En Inde, cela touche surtout le centre du pays, depuis le Maharashtra et le Gujarat à l'ouest jusqu'à l'Orissa à l'est. Quand un système de basse pression se forme dans la baie du Bengale, ses effets sont accrus à cause du réchauffement climatique. Les pluies ont faibli dans la région à présent, mais des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. New Delhi, Sébastien Farsi pour Radio-Canada. Et revenons en terminant aux Jeux olympiques. Malgré les nombreux sondages qui indiquaient que la majorité des Japonais s'opposaient à la tenue des Jeux olympiques en raison de la pandémie, ils ont été nombreux à regarder avec intérêt la cérémonie d'ouverture vendredi. Une étude montre que 56% des résidents de la grande région de Tokyo ont suivi ce spectacle en direct à la télévision. C'est presque un record. Voilà, c'était le Radio Journal. Bonne journée.